J'avais d'abord pensé à intituler cet hommage « Le plaisir de penser à son compte », et puis j'ai corrigé pour « La nécessité de penser à son compte ». Et j'espère que cette révision vous semblera également plus juste après avoir écouté mon propos. Penser à son compte est une expression de Colette que j'ai extraite d'un petit texte que je mentionnerai plus loin. Elle m'a semblé bien condenser à la fois ce qu'elle a fait tout au long de ses années d'exercice et sans doute aussi plus tôt dans ses années de formation, et sa volonté incessante d'exprimer l'essentiel de manière à être comprise par le plus grand nombre. Jean-Yves Chagnon vient de montrer le caractère exceptionnel de la recherche pionnière menée au Centre Alfred Binet et dans la communauté scolaire du 13e, au cœur des interrogations de la pédopsychiatrie française d'orientation analytique d'alors, mais dont les résultats sont encore d'importants acquis aujourd'hui. Même si certains éléments à écouter me semblent pouvoir être discutés au regard des apports de la psychopathologie du bébé. Mais ce n'est pas le cas. Au Centre Alfred Binet, cette recherche lui a conféré une solide autorité physique. Elle se reconnaissait fille spirituelle de Serge Libovici et de René Diatkine. Tous deux lui avaient garanti une liberté d'action dans ses orientations scientifiques et dans sa pratique de psychiatre, où ses positions pouvaient différer des leurs. Elle défendait, par exemple, plus volontiers l'idée qu'il fallait s'occuper aussi des parents. Le film qu'on a vu tout à l'heure le montrait, et c'est vraiment une position à laquelle elle a tenu longtemps. Tenant compte du fait que l'enfant n'a pas souvent les moyens d'exprimer son malaise, que celui-ci est intolérable pour ses parents, il s'agissait pour elle de pressentir ce malaise et d'aider les membres de la famille à retrouver un autre équilibre. Dans son équipe, si l'enfant était en traitement, les parents étaient vus, soutenus, souvent par exemple par l'assistante sociale, en dehors des consultations. Enfin, elle n'hésitait pas à instaurer très tôt au Centre Alfred Binet des groupes d'enfants, bien avant que cette pratique ne se généralise aux autres équipes. Si elle a toujours eu le souci de comprendre le fonctionnement psychique de l'enfant dans la famille avec les outils de la psychanalyse, elle n'a jamais négligé les autres aspects. Chaque enfant était investigué dans son fonctionnement intellectuel et les psychologues relataient en réunion d'équipe les résultats de l'examen psychologique qui participaient ainsi à la décision thérapeutique. C'était précisément ces autres aspects du fonctionnement de l'enfant qui lui semblaient si précieux, ceux que l'enfant révèle quand il est confronté à une tâche précise ou tout simplement quand il se situe dans une relation différente de celle qu'il a avec ses parents. On peut se référer à son article sur l'examen psychologique dans le nouveau traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui était paru en 1985, et bien sûr à tous ses écrits sur l'enfant, la famille et l'école, pour reprendre le titre de l'un de ses premiers livres. Sa grande curiosité intellectuelle, que Daniel Marcelli a déjà rappelé tout à l'heure, l'étude des langues anciennes, ses études de philosophie lui ont donné une immense culture, mais aussi une méthode rigoureuse dans la définition des outils de pensée et dans l'appréhension des objets de pensée. Elle rappelait souvent que la vérité ne s'approche qu'en tenant compte de la complexité des phénomènes, ce qui suppose qu'on ne se masque pas ce que l'on ne sait pas. Il est tout à fait remarquable, par exemple, de lire dans des textes relativement anciens ses positions réservées sur l'origine de l'autisme, à une époque où un certain nombre d'analystes pouvaient n'y voir que des origines psychiques. Son indépendance de pensée se sentait dans les débats, où elle avait le plaisir de la discussion, du débat d'idées, de l'argumentation. Ses écrits, articles, chapitres de livres, avec leur bibliographie si extensive, témoignent de l'étendue de son champ de pensée, qui dépasse toujours les frontières de la seule psychologie ou psychanalyse. Colette Schillan lisait beaucoup, et l'écriture a joué un grand rôle dans sa vie. Elle voulait transmettre ses idées, mais surtout
comme le film le rappelait tout à l'heure, son expérience. Un article sur identité et identification commençait par exemple par une citation de Goethe. « Grises, cher ami, sont les théories, toujours vert, le vert l'arbre de la vie. » C'était suivi d'une explicitation. « Grises sont les théories qui réduisent la richesse foisonnante des êtres à quelques propositions. Encore plus grises quand elles veulent subsumer tout sous un seul concept. » L'explicitation était suivie elle-même d'une mise au point plus franchement énoncée. Je cite, « Qui aime le contact avec la vie, le concret, la clinique, est souvent méprisé, en France tout au moins, et taxé de psychologisme. La poésie du verbe abstrait procure une certaine griserie intellectuelle et peut en donner l'illusion d'entraîner vers les sommets en parlant de l'être avec une majuscule, de l'autre avec une majuscule. Elle se positionnait du côté des minuscules et souhaitait mettre son effort de clarification des concepts et de réflexion sur le sens de la vie au service des êtres avec un petit e et des autres avec un petit a, la richesse lui paraissant définitivement du côté des minuscules. Ces développements sur l'identité qui suivent cette mise au point sont un exemple type de son art de la présentation scientifique. Freud, Mélanie Klein sont convoqués, mais avec un détour par la phénoménologie de Husserl et d'autres, que je ne vais pas citer bien sûr. Un texte d'introduction où l'on sent déjà qu'elle chemine vers la question de l'identité sexuelle. Elle avait commencé sa carrière à la Sorbonne en travaillant avec Piaget et avait une connaissance approfondie de son œuvre. Il suffit de lire ou de relire son article « Épistémologie et psychologie génétique » dans le nouveau traité, toujours de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, où elle réfute la pertinence de rechercher des correspondances forcées entre l'approche piagétienne et l'approche psychanalytique. Elle a tout lu, voilà l'impression que l'on tire de cette lecture. Elle confronte ses idées avec une autre figure éminente de l'étude de l'intelligence chez l'enfant, Thérèse Gouin-Décarie, professeure à Montréal. La rigueur scientifique lui imposait la lecture de la littérature étrangère. Pour Colette, ça allait sans dire. Jean-Yves Chagnon a qualifié son style de cognitif. Certes, elle maniait les concepts les plus pointus de la philosophie ou de la psychanalyse et avait un talent bien propre pour analyser, poser le problème et rendre compte des perspectives possibles pour tenter de le résoudre. Elle tenait beaucoup à la concision, à une certaine sobriété. Chaque mot était sous-pesé, chaque phrase dit aussi simplement que possible la subtilité de la pensée. C'est sa volonté d'être comprise et de transmettre généreusement ses idées et son expérience dans un style vivant que je dirais volontiers facilitant, au sens où Winnicott utilisait ce terme. Avec beaucoup de bienveillance et d'empathie pour les parents, elle avait écrit « Mon enfant n'est pas fou », un livre qui répond aux interrogations des parents qui viennent chercher de l'aide pour leur enfant dans un service de pédopsychiatrie. Si elle avait dit en termes très simples que sa motivation profonde l'avait poussée à s'intéresser à l'humain, c'est dans toutes ces dimensions qu'elle l'a appréhendé, prenant en considération, outre la part du psychologique, ses aspects biologiques, sociologiques, anthropologiques, en s'intéressant au développement de l'enfant, à ce qui lui permet, je cite, de grandir et de s'humaniser, c'est-à-dire parler, penser, sentir. En 2011, à l'occasion de leur 90e anniversaire, les PUF ont posé la question « À quoi sert le savoir ?» à 70 intellectuels et ont édité un petit ouvrage collectif. Colette Chilan a envoyé un petit texte intitulé « Mémoire d'une petite fille élevée par des grands-parents analphabètes, écrit pour répondre à la question « À quoi sert le savoir ?» dans lequel elle écrit, je cite, « Apprendre
Apprendre à lire est la clé de voûte de la réussite scolaire. On devrait confier cet enseignement à des professeurs des écoles enthousiastes. Lire, c'est accéder à la culture, pas seulement au savoir, mais à la culture, à la pensée des autres, accumulée au cours des siècles, et à la capacité de penser à son compte. Une définition concise mais riche d'enseignements, la pensée des autres accumulée au cours des siècles, définit la culture, qui n'est pas seulement un savoir. Et lire permet d'accéder à la capacité de penser à son compte, de penser librement, en son nom propre, en son fort intérieur. Penser pour pouvoir agir, elle ne le dit pas, mais était implicite. Comme nous le savons bien, il y a toujours des racines profondes lorsque l'on remarque une conduite aussi déterminée. L'âge avançant, Colette Schillan a tenu à écrire un livre, son livre le plus fort, un livre que l'on peut dire testamentaire, qui n'est malheureusement pas traduit en anglais. Sois sage ô ma douleur, et en sous-titre Réflexion sur la condition humaine, rien de moins, qui paraît en 2007. C'est en relisant ce livre que m'est apparu plus nettement ce fil conducteur dans la vie de Colette, la nécessité de penser à son compte, d'où il me semble que l'on peut à bon droit faire dériver le constant souci dans sa pratique de pédopsychiatre de ne jamais perdre de vue, pour le développement d'un enfant, son fonctionnement cognitif, garant de sa capacité de penser. Penser à son compte serait-ce un moyen, voire le seul moyen de l'être humain de se préserver et de préserver les autres contre la catastrophe. Il faut se rappeler que Colette avait 17 ans au printemps 1945, lorsque, je la cite, « des spectres sont entrés dans l'hôtel Lutetia ». Je précise, pour les amis étrangers, l'hôtel Lutetia était en 1945 le lieu de Paris où sont arrivés les survivants des camps à la recherche de leur famille. Colette continue. Ils ont donné des nouvelles de l'au-delà, au-delà de la vie, au-delà de l'humanité, au-delà de la dignité. Dès son entrée en matière, l'interrogation fondamentale est dite. Je cite. « Rares sont ceux qui sont revenus, et ce qu'ils ont écrit nous a marqués à jamais. La catastrophe qui a fondu sur nous n'est pas seulement la Shoah, l'extermination des Juifs dans l'univers concentrationnaire nazi. C'est la découverte du caractère universel de l'inhumanité de l'être humain. Plus loin, elle concède qu'il y a eu les justes, mais je cite, « Mais l'humain n'efface pas l'inhumain. Il faut vivre ce mélange de l'espèce humaine. » Dans le chapitre qui suit sur la condition humaine, avec ce qu'elle a d'inexorable, la maladie, la mort, la finitude, la perte des êtres chers contre laquelle nous luttons, elle écrit « Il faut croire en la force de la pensée pour savoir qu'ils sont encore vivants, tant que nous pensons à eux et pouvons les évoquer, mais vivant seulement en nous. Nous sommes le seul tombeau où les morts vivent et vivent intacts, dans la force de leur âge, dans leur intégrité, même si des fours crématoires les ont réduits en cendres anonymes. » Le deuxième chapitre évoque la fragilité de l'être humain face à la nature, tel un fétu de paille sur la mer d'infortune, ce que l'actualité récente vient encore de nous rappeler. Mais l'homme est aussi un animal social, il parle, on lui parle, et tout un système de pensée, toute une culture est transmise à l'enfant, qui fait de lui un être humain, mais en même temps constitue une entrave à s'acculturer aisément, sans conflit, à une autre culture. Ainsi, d'une culture à l'autre, les êtres humains inventent, créent des formules diverses, pour rendre compte de leur impuissance devant la nature, de la grandeur de ce qui les dépasse, du mystère de leur existence. Une fois posée ainsi la condition de l'homme, commence le long défilé de ceux que la violence humaine a fait périr, magnifiquement écrit,
mais d'une douleur infinie. C'est ce que l'être humain fait à l'être humain qui entraîne la catastrophe dans la vie humaine, que je nomme le mal absolu, un mal non nécessaire, un mal destructeur, non seulement de la vie, mais de l'humain qui ruine la confiance dans la vie. Colette nous entraîne à réfléchir avec elle sur les guerres, l'esclavage, la torture, les massacres, l'univers concentrationnaire, les génocides, le racisme, le totalitarisme. Elle veut comprendre ce qui est en cause, ce qui ne peut pas être maîtrisé par l'homme de bonne volonté, ce qui pourrait être fait. La question centrale, comment peut-on supporter de vivre si c'est ça l'humanité? Qui est capable de perpétrer des crimes contre l'humain, des monstres d'exception ou des êtres humains dans des circonstances particulières? À quelle discipline éthique faut-il se soumettre pour être sûr qu'on ne sombrera jamais? Peut-on en être sûr? Pour y répondre, elle s'est imposée la même méthode que pour tout autre objet de recherche. Elle a lu, elle a tout lu. Les historiens, les récits de ceux qui ont perpétré les crimes, Rudolf Höss, les récits de la Colima de Varlam Shalom-Alof, de la célèbre discussion entre Einstein et Freud, elle retient leur position résolument pacifiste, une conscience de la destructivité profondément inscrite au cœur de l'être humain, une volonté d'optimisme fondée sur la valeur accordée à la culture, c'est-à-dire un appel au développement des possibilités critiques de l'individu. Mais elle sent bien la limite. Dans cet échange, Freud et Einstein n'envisagent pas le rôle des phénomènes de groupe. La guerre engage les individus malgré eux, alors elle s'interroge. Comment le progrès de l'intelligence critique de l'individu contrôlera-t-il ces phénomènes de groupe et de masse? Le chapitre intitulé « La banalité du mal, le racisme », dans lequel elle rapporte le racisme à l'ethnocentrisme et discute les vues d'Hannah Arendt, je ne me hasarde pas à vous le résumer en 2 ou 3 phrases. C'est trop dense, il faut le lire, surtout dans notre contexte actuel. Dans la suite du livre, elle traque les raisons qui ont permis à certains de ne pas adhérer au délire meurtrier et à quelques-uns d'y survivre. Je me rappelle qu'elle dit aussi que Primo Levi et Georges Semprin avaient souligné la nécessité de penser, mais d'observer aussi pendant ces périodes d'enfermement. En conclusion, elle concède qu'il n'est pas facile de parvenir à une certaine sérénité quand on accepte de s'affronter aux problèmes dont elle a traité. On est aidé, dit-elle, par les êtres aimants et fiables que l'on rencontre et qui restaurent en nous la confiance dans la vie. C'est un livre dont on peut vraiment dire qu'il a une valeur testamentaire. Il fallait une grande force d'âme pour l'écrire, le documenter d'une manière aussi exhaustive. Je cite. Du nourrisson au vieillard, le souci de l'humain est un défi pour la psychiatrie. C'est ce qu'elle a écrit dans l'un de ses derniers textes. Souhaitons que cette journée de pensée avec Colette Chilan nous incite à la suivre dans ses multiples combats pour l'humain. Je vous remercie.